Jurassic Park. Une des plus grosses productions du cinéma du XXe siècle. L'histoire de dinosaures clonés qui terrorisent tout le monde. C'est une œuvre de fiction. Mais y a-t-il une part de réalité dans l'idée de départ ou dans les personnages? Le personnage d'Alan Grant, joué par Sam Neill, est censé être moi. Ces prédateurs redoutables ont-ils vraiment existé? Le T-Rex n'était pas un éléphant avec des couteaux à viande en guise de croc, c'était un rouleau compresseur de 4 tonnes. Cette thèse révolutionnaire est-elle fondée scientifiquement? C'est la question à 50 millions. Pourrait-on faire renaître les dinosaures? Pourquoi pas? La réalité pourrait dépasser la fiction. Voici la véritable histoire de Jurassic Park. Jurassic Park sort sur les écrans en 1993. Ces dinosaures d'un nouveau genre enchantent et terrifient les spectateurs du monde entier. D'après l'équipe du film, on n'a jamais vu de dinosaures aussi proches de la réalité au cinéma. C'est l'adaptation d'un roman de science-fiction de Michael Crichton paru en 1990. Un avertissement sur les dangers des manipulations génétiques. La moralité, c'est que si l'on crée la vie artificiellement, on va le regretter, parce que ça se retournera contre nous. L'idée naît dans l'esprit de Michael Crichton en 1981. Mais il ne sait pas comment recréer des dinosaures de façon scientifiquement plausible. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le travail d'un entomologiste, George Poinard. Ses recherches portent sur des créatures piégées dans de l'ambre fossile depuis des millions d'années. C'est au cours d'un voyage d'études au Danemark qu'il en a découvert le premier échantillon. Je me rappelle avoir ramassé un petit bout d'ambre et m'être dit « Mince, mais on dirait des pattes !» J'ai sorti une loupe et j'ai vu qu'elles appartenaient à une mouche. C'était grisant. À l'origine, l'ambre jaune est une résine végétale sécrétée par des conifères. Si un insecte se pose dessus, il est prisonnier. Quand la résine durcit, il reste préservé pour l'éternité dans un fossile translucide. L'ambre est considérée comme une fenêtre sur le passé, une capsule témoin, à cause des organismes qu'elle contient. Poinard se demande si l'ADN des insectes conservés est intact et s'il peut l'extraire. L'ADN est un code qui recèle les informations génétiques propres à chaque être vivant. Poinard n'est pas sûr d'en retrouver dans l'ambre, parce qu'il est très fragile. Mais en 1987, ses efforts aboutissent. Son équipe récupère les molécules d'ADN d'une abeille âgée de 25 millions d'années. On n'en revenait pas de voir de la chromatine avec de l'ADN. C'était la première fois au monde qu'on en extrayait d'un insecte pris dans de l'ambre. La découverte capitale de Poinard permet à Michael Crichton de terminer son roman. Il lui suffit d'appliquer le même principe aux dinosaures. Il voulait raconter le clonage de dinosaures à partir de leur ADN.
Et il a eu l'idée d'utiliser un moustique capturé dans de l'ambre. C'est comme ça que commence Jurassic Park. La théorie de Crichton est simple. Un moustique pique un dinosaure et aspire un peu de son sang. Puis il est figé dans l'ambre avec l'ADN du dinosaure. Le plus étonnant, c'est que cette hypothèse tient la route. En théorie, on pourrait extraire de l'ADN de dinosaures d'un moustique. Bien sûr, il faudrait qu'il ait vécu il y a plus de 65 millions d'années. Poynard veut mettre cette théorie à l'épreuve. Les dinosaures ayant disparu il y a 65 millions d'années, il doit trouver un insecte pris au piège dans l'ambre avant cela. Après des mois de recherche, il en tient un. Je me suis dit, il y a un objet flou à l'intérieur, sous plusieurs couches de résine. J'ai commencé à peler ces couches très minutieusement. Poynard découvre les restes d'un minuscule coléoptère. Quand j'ai dégagé le charançon, il est tombé et il s'est brisé. Du tissu est sorti de son abdomen. Je me suis précipité pour le préserver. Il pouvait y avoir de l'ADN dedans. Le chercheur envoie à des collègues le tissu, conservé dans de l'alcool, pour qu'ils en extraient l'ADN. Le résultat est prodigieux. Nous avons trouvé de l'ADN, qui reste à ce jour le plus ancien ADN fossilisé. Il date d'il y a 125 à 135 millions d'années. Puisque l'on peut obtenir de l'ADN d'insectes de l'époque des dinosaures, la théorie de Jurassic Park paraît vraisemblable. C'est une idée qui fascine les chercheurs. Et ça montre bien qu'en théorie, c'est possible de trouver de l'ADN de dinosaures dans de l'ambre. Pour l'instant, cependant, cela reste une hypothèse. L'ADN est très instable et dans l'estomac d'un insecte, il est vite détruit. Le parc des dinosaures reste donc pour le moment une fiction sur grand écran. Quoique, l'homme qui a inspiré l'un des personnages principaux du film pourrait révolutionner le monde de la paléontologie. Le succès de Jurassic Park doit beaucoup au réalisme des dinosaures. Si l'on connaît leur comportement, c'est en grande partie grâce aux fouilles effectuées dans le Montana, le plus grand cimetière de sauriens des États-Unis. Jack Horner est paléontologue. Il a inspiré l'un des héros du film. You know what this is? Le personnage d'Alan Grant, joué par Sam Neill, est censé être moi. Comme son alter ego au cinéma, Horner est plutôt non-conformiste. D'après lui, les dinosaures étaient plus intelligents qu'on ne croit. T'as quelque chose, Becky? Oui, regardez cette pierre. C'est un visionnaire. Il a une vraie passion pour les dinosaures, pour l'histoire. Et il a une personnalité de leader qui motive les gens. Horner met au jour des restes de dinosaures depuis 40 ans. L'une de ses plus importantes découvertes est Egg Mountain, la montagne de l'œuf.
C'est l'un des sites les plus importants au monde pour les paléontologues, parce que l'écosystème des dinosaures y a été préservé à travers les âges. Egg Mountain est truffé de nids de dinosaures. C'est la preuve qu'elle abritait autrefois une colonie de dinosaures florissante. Cette découverte a attiré les paléontologues du monde entier. Il y a eu 3 périodes de nidification. Les dinosaures sont venus faire leur nid, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont niché encore une fois, ils sont repartis et ils sont revenus une 3e fois au moins. Cela a bouleversé ce que les chercheurs croyaient savoir de leur comportement. Voici un petit éclat. Il y en a d'autres juste là. Vous voyez ces petites particules noires? On croyait que, comme les autres reptiles, les dinosaures abandonnaient leurs œufs juste après la ponte. On s'est rendu compte en fouillant ici que non seulement ils les couvaient, mais qu'une fois les bébés nés, c'étaient de bons parents. Les dinosaures étaient donc des animaux intelligents. C'était la première indication d'un comportement social chez les dinosaures. Ils prenaient soin de leurs petits, ils vivaient en colonie, ils se déplaçaient en troupeaux. On ignorait tout cela. Tout le monde croyait que c'était de gros reptiles sans cerveau. Jurassic Park est le premier film à montrer cette organisation sociale. Dans le film, en voyant les hordes de dinosaures, Alan Grant se dit qu'il avait raison. J'aurais fait la même chose. Jack Horner s'est attelé à une mission controversée. Il espère lui aussi cloner des dinosaures à partir de leur ADN. En 2000, il a fait une grande avancée. 2000 a été une bonne année pour les tyrannosaures. On en a retrouvé 5. L'un d'eux était dans une région complètement isolée de l'est du Montana. Il n'y avait pas de route pour y aller. Pour extraire le fossile, une seule solution, l'hélicoptère. Le chef d'équipe avait emballé les 2 pattes arrière dans du plâtre. C'était trop lourd pour l'hélico. Il n'arrivait pas à les soulever. Alors on a dû tailler dans le bloc. Et on a cassé un des fémurs. C'est un mal pour un bien. Horner envoie des débris d'os à une paléontologue moléculaire, Mary Schweitzer. Dans son laboratoire, elle fait une découverte extraordinaire après avoir débarrassé l'un des fragments de ces minéraux. Il contient encore des tissus mous, dont des vaisseaux sanguins. Je croyais, comme tout le monde, qu'une fois les minéraux des os éliminés, il ne restait plus rien. Mais il y avait encore des tissus. Alors j'ai poursuivi mes explorations. C'est du collagène, une protéine structurale fibreuse qui rend les os résistants à l'étirement. Cette substance est restée protégée des éléments pendant 68 millions d'années à l'intérieur d'un os fossilisé. C'est une première mondiale. Je n'en ai pas dormi pendant 3 semaines. C'était comme si je fêtais Noël tous les jours. On allait de découverte en découverte. C'était ahurissant. Peu de scientifiques ont la chance de vivre cela dans leur carrière. Et moi, je l'ai vécu. En fait, je le vis encore. C'est très exaltant pour moi.
En tout, Mary Schweitzer parvient à extraire 8 protéines de tyrannosaures différentes. Elles ne contiennent pas d'ADN, mais le fait qu'elles aient survécu jusqu'à nous suggère que de l'ADN pourrait être présent dans des os fossilisés. Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment le récupérer, mais ce n'est qu'une question de temps. Je pense que nous pourrons extraire l'ADN des tissus des dinosaures bien conservés, comme celui-ci, quand la technologie dont nous avons besoin existera. Mais s'ils sont aussi terrifiants que dans le film, est-ce une bonne idée de vouloir les cloner? C'est grâce à des effets spéciaux de pointe que les dinosaures de Jurassic Park ont l'air aussi vivants. Ils sont très réalistes. C'est le résultat du travail de nombreux savants qui ont réuni des indices au fur et à mesure. Et ça prend vie à l'écran. Le film montre aussi une nouvelle façon de voir les dinosaures. Jusqu'alors, ils étaient représentés comme des lézards géants, lents et pâteaux. Dans Jurassic Park, ils sont rapides, agiles et malins. C'est dû à l'influence d'un paléontologue radical, Bob Baker. J'étais très content de voir que le film traduisait bien le frisson de la découverte scientifique. Dans ce monde imaginaire, ils ont fait intervenir beaucoup de branches de la science moderne. La théorie de Baker est que les dinosaures n'étaient pas des créatures à sang froid, contrairement aux reptiles que nous connaissons comme les lézards ou les alligators, qui ne sont actifs que sous l'effet du soleil. Le sang-froid convient très bien aux petits animaux qui rampent ou grimpent aux arbres pour attraper des insectes. Mais une grosse bête qui erre de jour comme de nuit et qui doit se battre pour se défendre a besoin de sang chaud. Les animaux à sang chaud n'ont pas besoin des rayons du soleil pour bouger. Ils sont actifs même la nuit, quand la température baisse. Pour Baker, puisque les dinosaures régnaient sur la Terre, ce ne pouvaient pas être des animaux à sang froid. À l'époque des dinosaures, les mammifères étaient les perdants de l'évolution. Les dinosaures les dominaient dans tous les milieux. Ça ne fait aucun doute. Alors penser que c'était des animaux à sang froid, c'est absurde. En 1986, Baker publie sa théorie dans un livre. Le but de The Dinosaur Heresies était de dire les dinosaures n'avaient pas le sang-froid, ils n'étaient pas idiots, ils ne vivaient pas dans des marécages et ils n'étaient pas lents. Steven Spielberg est convaincu. Ces dinosaures seront des prédateurs rapides à sang chaud. Si un tyrannosaure avait le sang-froid, ça voudrait dire que sous la pluie, il serait incapable de bouger ou de réfléchir. Sans chaleur, il n'aurait pas assez d'énergie pour mettre en route son organisme. Dans Jurassic Park, loin de rester immobile, il dévaste tout sur son passage. Le film va-t-il trop loin ? Dans une scène célèbre, un tyrannosaure ou T-Rex pourchasse une Jeep qui roule à plus de 60 km/h. Les dinosaures carnivores géants n'étaient pas de gros lourdeaux. Le T-Rex n'était pas un éléphant bipède avec des couteaux à viande en guise de croc. C'était un rouleau compresseur de 4 tonnes. Cependant, le réalisateur a sans doute exagéré sa vitesse. Pour déterminer la vélocité du tyrannosaure, les chercheurs étudient ses os fossilisés.
Une des collections les plus complètes se trouve au musée royal Tyrrell de l'Alberta, au Canada. Voici le squelette désarticulé d'un T-Rex. Les zoos nous en apprennent beaucoup sur ces créatures et sur leur façon de se déplacer. Si le tyrannosaure pouvait courir vite, c'est parce qu'il s'appuyait sur la pointe de ses pattes arrière comme certains animaux aujourd'hui. Regardez les cerfs ou les chiens. Ils marchent aussi sur les orteils. Ce sont de très bons coureurs, avec un mouvement puissant vers l'avant. Mais le tyrannosaure était beaucoup plus grand. Leurs pattes arrière gigantesques avaient deux fonctions. D'abord, comme des colonnes, elles soutenaient le poids total de l'animal, qui faisait plusieurs tonnes. Ensuite, elles lui permettaient de se déplacer relativement rapidement. Mais pas aussi vite que dans le film. Les dernières estimations sont plus près de 15 km/h. S'il ne peut pas rattraper une voiture, le tyrannosaure a une autre arme redoutable, sa mâchoire. On a ici toute une collection de dents de dinosaures carnivores. Voici celle d'un tyrannosauridé. Son crâne devait faire plus d'1 mètre de long. Les crocs du T-Rex étaient conçus pour faire un maximum de dégâts. Quand un animal attaque sa proie, il doit enfoncer ses dents dans la chair. Au fil de l'évolution, elles se sont dotées de ce tranchant en biais. Au premier contact, il pénètre la chair à ce niveau-là. Mais à mesure que la dent mord de plus en plus profondément, il se déplace en diagonale, de là à là. C'est comme si on enfonçait un couteau en effectuant un mouvement oblique pour faire un trou béant. C'était une morsure mortelle et sanglante. Ces animaux n'avaient probablement pas des mâchoires blanches et propres, comme on les représente souvent. Ils devaient avoir le museau ensanglanté en permanence. Dans Jurassic Park, il est dit qu'on peut éviter de se faire mordre en restant immobile. Ce n'est pas complètement faux, à un détail près. On sait que si l'on ne bouge pas, beaucoup d'animaux ne nous voient pas. Ou du moins, ils ne voient pas en nous une menace. Il y a de grandes chances pour que ce soit valable pour les dinosaures. On suppose que le tyrannosaure, lui aussi, repérait les mouvements et que, pour lui, un objet figé se fondait dans le paysage. Mais sa mauvaise vue n'aurait pas suffi à sauver sa proie. Parce qu'il avait en revanche un odorat très aiguisé. Le plus gros nerf dans le cerveau du T-Rex est celui qui correspond à l'odorat. Il est large comme une lance d'incendie. C'est son sens le plus développé. Le T-Rex du film n'aurait peut-être pas vu les enfants, mais il les aurait sentis. Il aurait senti toutes les personnes présentes dans la pièce, y compris l'équipe technique et le traiteur avec ses sandwichs. Avec un flair pareil, on peut distinguer jusqu'à 100 000 odeurs différentes. Leur T-Rex devait avoir une sinusite d'enfer pour ne pas sentir les enfants. Le tyrannosaure n'est pas le seul prédateur dans Jurassic Park. Les vélociraptors sont tout aussi dangereux. Comme on le voit dans le film, c'étaient des tueurs acharnés qui chassaient en groupe. Mais contrairement à ceux de Steven Spielberg, ils avaient des plumes.
Au moment de choisir un autre dinosaure aussi redoutable que le T-Rex, le réalisateur décide de combiner deux espèces différentes. Le Deinonychus et le Vélociraptor. Steven aimait le nom du Vélociraptor, mais la taille du Deinonychus correspondait mieux à ce qu'il voulait. Un Vélociraptor, c'est grand comme ça, pas très impressionnant. Un Deinonychus a la taille d'un homme. Alors Steven a donné à son dinosaure l'apparence d'un Deinonychus et le nom Vélociraptor. Les deux espèces appartiennent à la même famille de dinosaures. Voici le Deinonychus, le premier kickboxer du Montana. Ce qui nous plaisait chez lui, c'est cette arme mortelle, la griffe du deuxième orteil sur sa patte arrière. Elle est tranchante comme un cutter et rattachée à un muscle qui lui donne une grande ampleur de mouvement. L'animal saute sur sa proie et la découpe d'un coup de griffe. Mais ce n'est pas tout. Les crocs du Deinonychus sont étonnamment petits, tranchants mais petits. Sa mâchoire est très agile, elle se referme d'un coup. Donc il attrape, un coup de griffe et clac. Ce dinosaure effroyable ne faisait pas de quartier. Le Deinonychus a des griffes recourbées. Les animaux qui ont cette particularité sont des grimpeurs. Je pense qu'il escaladait sa proie. Il la rattrapait, il lui sautait dessus, il s'agrippait et il commençait à la dévorer. Je préférerais être enfermé dans une pièce avec 3 tigres et un lion plutôt qu'avec un Deinonychus. Parce que je sais que les fauves me tueront avant de me manger. Les griffes aiguisées n'étaient pas la seule arme du Deinonychus. C'était un champion de kickboxing d'une agilité extraordinaire. Il pouvait bondir, frapper et trancher. À poids égal, c'est le dinosaure le plus dangereux de l'évolution. Les premiers jamais découverts étaient un groupe de 4. On en a conclu que c'étaient des animaux sociaux qui devaient chasser en meute au moment de leur mort. Imaginons que la meute attaque des deux côtés. 2 raptors sur chaque flanc encerclent la proie. Quand ils mordent, ce n'est pas pour tuer. Leurs crocs sont trop petits. Ils referment la mâchoire, serrent les griffes et donnent des coups de patte arrière. Un seul coup de griffe n'est pas mortel. Mais une entaille à gauche, une autre à droite, une devant, une derrière, ça cause de longues balafres sanguinolentes et très douloureuses. La proie tombe à terre et les 4 raptors lui sautent dessus pour finir le travail. Tous les autres membres de la famille des raptors chassaient en meute. C'est un groupe d'espèces très proches les unes des autres, comme aujourd'hui les canidés, qui comprennent les coyotes, les loups, les renards et les chiens. Ce sont des variétés différentes, mais avec la même morphologie. Les raptors étaient les dinosaures les plus intelligents, les plus rapides et les plus souples, capables de mouvements très complexes. Même le plus petit, le Bambiraptor, malgré ses 30 cm de haut, était un meurtrier vif et futé. Voici le squelette le plus complet trouvé en Amérique du Nord. Ce qui fascine les gens, chez les raptors, en premier lieu, c'est leur cerveau qui se logeait là. Ils étaient très intelligents. Le film n'exagère pas beaucoup en montrant les raptors manipuler des objets avec leurs doigts. Si Jurassic Park rend justice à la capacité de raisonnement de ses prédateurs, il se trompe sur leur aspect. Car ils avaient un point commun avec leurs cousins les plus proches, les oiseaux.
Nous sommes catégoriques. Les raptors avaient des plumes. En fait, un Deinonychus vivant ressemblerait plus à un gros dindon tueur qu'à un lézard lisse. L'équipe du film lui a donné une peau de reptile classique. À chaque fois que l'on regarde vers le ciel, on peut voir des descendants de ces dinosaures à plumes. Les oiseaux sont des dinosaures, fondamentalement. C'est la dernière classe qui existe encore aujourd'hui. Le lien de parenté a été établi en 1868 par le biologiste Thomas Henry Huxley. Il a remarqué des chevilles similaires et la même longue queue osseuse. Comme chez cette créature qui vivait il y a 145 millions d'années. C'est l'Archéoptérix, le plus vieil oiseau connu. L'Archéoptérix est considéré comme étant le premier oiseau. C'est aussi l'un des premiers dinosaures. Ses caractéristiques les plus intéressantes sont le poignet, les 3 longs doigts finissant par des serres affûtées, une griffe puissante sur le 2e orteil pour bondir et frapper, et le bassin orienté vers l'arrière, ce qui lui permet de sauter et de se retourner, de danser littéralement. Et enfin, bien sûr, la longue queue osseuse reliée aux muscles des pattes arrière. Cet animal est un dinosaure à 92%, et pourtant, c'est un oiseau. L'empreinte de ses plumes est gravée dans la roche. C'est un oiseau dinosaure. Dans les années 1970, un paléontologue célèbre, John Ostrom, a comparé les squelettes de l'Archéoptérix et du Deinonychus. Il a confirmé le lien de parenté. L'hypothèse n'était pas validée avant que John Ostrom démontre que les oiseaux avaient plus de points communs avec le Deinonychus qu'avec n'importe quel autre animal. Si l'on compare les articulations et les os, le Deinonychus n'est qu'un gros Archéoptérix. Tous les raptors sont à ça des oiseaux. À ça. Il suffit de regarder un rapace en pleine action pour en être convaincu. Alors, Jurassic Park pourrait-il devenir une réalité ? Les oiseaux d'aujourd'hui seraient-ils la clé pour recréer des dinosaures ? Les oiseaux sont des dinosaures, mais ils n'ont pas la même morphologie. Ils ont une queue courte, des ailes, pas de crocs. En effet, chez la plupart des oiseaux, il est difficile de voir la ressemblance. Mais ce n'est pas le cas de l'émeu. L'émeu est un bon exemple. Ses pattes sont structurées de la même manière. Son empreinte dans la terre est identique à celle d'un dinosaure. Le lien de parenté est plus évident à cause de sa taille, de son pied à 3 doigts et de son apparence préhistorique. Il y a d'autres similitudes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Hans Larsson, chercheur en paléontologie des vertébrés à l'université McGill de Montréal, étudie ces liens cachés pour essayer de faire renaître les dinosaures.
Puisque les oiseaux descendent des dinosaures, ils portent dans leur gène la longue histoire de leur évolution. La première étape consiste à recréer certains éléments constitutifs des dinosaures à partir d'embryons de poules. Larson a fait des constatations étonnantes chez des embryons de 12 jours. Au début du développement, on voit des traits de l'anatomie des dinosaures. Les oiseaux ont 3 doigts, mais ils ont fusionné dans les ailes. Ils ont des serres vestigiales et leur queue est beaucoup plus longue. Ils ont même un début d'apparition de petites dents. À mesure que les embryons grandissent, ils perdent ces détails anatomiques hérités des dinosaures. Si Larson arrive à les conserver par des manipulations génétiques, il pourrait régénérer des dinosaures, du moins en partie. Mon équipe étudie d'abord les embryons de poussins pour déterminer leur développement normal au niveau du squelette, des muscles, des nerfs, etc. Ensuite, on regarde quels sont les gènes qui guident ce développement. Larson concentre ses recherches sur la queue. Au début du développement, on a trouvé 22 vertèbres dans les embryons normaux. C'est beaucoup plus que dans la queue de la poule adulte. On est loin du dinosaure, mais c'est déjà plus que chez n'importe quel oiseau adulte. Quand l'embryon se développe, les vertèbres fusionnent. Le poussin n'en garde que 5 ou 6. Mais cela prouve que même après 150 millions d'années d'évolution, les poules pourraient avoir une queue de dinosaure. S'ils n'ont pas perdu cette caractéristique après tout ce temps, il doit y avoir un moyen relativement simple de la réactiver. Pour la deuxième étape du processus, Larson tente de créer des poussins avec une longue queue de dinosaure. Il implante différentes protéines dans les embryons. Après plusieurs essais, il réussit à ajouter quelques vertèbres à la queue de la poule. On a atteint nos limites en rallongeant la queue de 2 à 3 vertèbres. Pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin. Mais le but est d'obtenir une queue de la longueur de celle d'un dinosaure. À ce moment-là, on aura régénéré un élément de l'anatomie des dinosaures dans un oiseau d'aujourd'hui. Larson est à la pointe de la recherche scientifique. Et il n'est qu'au début de ses expériences. Notre travail sur la queue est applicable aux plumes, aux dents et à d'autres traits. Une fois qu'on aura trouvé la solution pour une composante de l'anatomie, on pourra passer à la suivante. C'est sans fin. Un jour, il sera peut-être possible de recréer un dinosaure entier à partir d'un poussin. Mais Larson pense que ce n'est pas pour demain. On aurait du mal à reconstruire leur anatomie entière. C'est trop complexe. Il faudrait qu'on ait décodé tous les génomes des dinosaures. Mais on peut sélectionner des parties de l'anatomie comme la queue, les pattes, les ailes, les dents ou les plumes, et voir si on peut transformer celles des oiseaux pour qu'elles ressemblent à celles d'un dinosaure. Je crois que si on commence par là, on comprendra mieux à quoi on peut aboutir. L'idée de faire renaître les dinosaures fascine Larson. Reproduire un dinosaure entier serait un exploit incroyable. Mais il ne faut pas oublier qu'on part d'un oiseau. Alors ce ne serait qu'une simulation. Aussi séduisante qu'elle soit pour les chercheurs, l'idée qui a inspiré les créateurs de Jurassic Park a-t-elle un véritable intérêt ?
L'homme tente toujours de modeler la nature. Faire revivre des espèces disparues pourrait être possible. Je pense que le parc jurassique de Michael Crichton deviendra une réalité un jour, même si ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il avait imaginé. C'est la question à 50 millions. Pourrait-on faire renaître les dinosaures? Pourquoi pas? Pour l'auteur du roman, il est dangereux de vouloir bouleverser l'ordre naturel des choses. Même celui qui a inspiré une bonne partie du film a des doutes. Ce que l'on apprend dans Jurassic Park, c'est que si l'on fabrique des dinosaures, ils se ligueront contre nous pour nous manger. La science a-t-elle le droit de manipuler la nature? Cette question est au cœur de Jurassic Park et tous les chercheurs se la posent. Comme le dit Jeff Goldblum dans le film, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. En l'occurrence, il faut se demander à quoi ça sert. Est-ce qu'on veut recréer des dinosaures pour voir de quoi ils avaient l'air? Y a-t-il un avantage à avoir des dinosaures dans notre monde actuel? Pourquoi s'engager dans cette voie? Certains l'ont déjà fait. Doivent-ils s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Pour moi, rien ne justifie de recréer un dinosaure. Quand vous demandez aux gens pourquoi ça les intéresse, ils répondent « parce que c'est cool ». Ce n'est pas une raison suffisante pour perturber notre écosystème. En soi, la résurrection des dinosaures a un intérêt scientifique limité. Mais la technologie mise au point dans ce but pourrait être utile à l'homme. En créant la vie artificiellement, on pourrait peut-être régler certains des problèmes de notre planète. La recherche sur la vie artificielle en est à ses débuts, mais elle sera bénéfique à l'homme. On pourra générer des organismes pour absorber les marées noires, par exemple. C'est en projet. On pourra produire tous les organismes dont on aura besoin. Des insectes artificiels pourraient être conçus pour produire du carburant. Ce serait une solution possible au réchauffement climatique. Nous consommons trop d'énergie. Nous sommes trop dépendants des combustibles fossiles qui libèrent du dioxyde de carbone dans l'air. La vie artificielle sera la réponse à ces problèmes. On pourra fabriquer des organismes qui absorberont efficacement la lumière du soleil et la transformeront en énergie propre pour remplacer les combustibles fossiles. Mais l'idée de fabriquer des insectes de toutes pièces inquiète certains chercheurs. Ils craignent des conséquences imprévisibles. Les chercheurs se prennent pour Dieu quand ils transforment la nature. Je crois qu'on ne se préoccupe pas assez des ramifications à long terme. Notre écosystème est très fragile. Si on commence à bouleverser son équilibre, on ne sait pas ce qu'on peut provoquer. Personne ne sait si nous serons capables un jour de recréer des dinosaures comme dans Jurassic Park. En tout cas, cette histoire aura eu le mérite de donner envie d'en savoir plus sur la science et la technologie. Nous devons beaucoup aux livres et aux films parce que ça a rendu les gens curieux. Pas seulement sur les dinosaures, mais aussi sur l'ADN, la chasse en meute, la taille du cerveau, la forme des griffes. Les bons livres et les bons films ont toujours cet effet. Ça permet d'apprendre plein de choses tout en s'amusant. Ça a été le cas de Jurassic Park, et ça continue encore aujourd'hui. C'est formidable.
Nous ne verrons sans doute plus jamais de troupeaux de dinosaures en liberté dans les plaines. Mais il reste quand même quelque chose des vélociraptors de Jurassic Park, grâce à leurs descendants, les oiseaux.